on a fait des débats là-dessus. Le ministère de la Jeunesse, oui. Voilà, le ministère de la Jeunesse, très bien. Alors, le chômeur et le sans-emploi, c'est pas pareil. On va laisser le sans-emploi, on va prendre le chômeur. Le chômeur, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé, qui est en âge de travailler, qui a déjà travaillé et qui a perdu son emploi. Pas de son fait, mais du fait de son employeur. Qui a perdu son emploi. Et qui est prêt à travailler dès lors qu'une occasion se présente à lui. C'est lui qu'on appelle chômeur. Donc, il ne faut pas confondre. Vous suivez le rendez-vous de l'entreprise, votre émission consacrée à la compréhension simple des thèmes économiques relatifs au monde du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder une question importante avec notre expert, M. Ouattara Navaga. M. Ouattara, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher vers une question qui est celle de comment maîtriser ses achats et son circuit d'approvisionnement. Une question assez importante pour les entreprises qui exportent notamment. Alors, M. Ouattara, première question, pouvez-vous nous expliquer les principes de base dans la gestion des achats et du circuit d'approvisionnement? D'accord. Alors, pour une entreprise qui achète et revend, effectivement, le premier item, le premier élément à considérer, c'est parce qu'on achète avant de vendre. On achète avant de vendre, dans l'économie réelle. Parce que dans l'économie virtuelle, on peut vendre même quand on n'a pas acheté. Mais l'économie réelle, donc des entreprises, on achète avant de vendre. Pour une entreprise qui est dans le domaine de l'importation, de l'exportation ou même sur le plan local, qui fait du négoce, acheter revêt un caractère déterminant. Pourquoi? J'ai tendance à dire le meilleur vendeur, c'est celui qui achète le mieux. Ouais. Tout simplement parce que, quelle que soit la qualité de votre produit, si votre client qui est en face n'est pas capable de l'acheter parce qu'il est trop cher, vous ne le vendrez pas. Ouais, c'est évident. Et s'il est trop cher, ça peut être dû au fait que vous avez mal acheté. Ça voudrait dire que les prix que vous avez négociés avec vos fournisseurs ne sont pas les meilleurs. D'accord. Et si ces prix ne sont pas les meilleurs, vous êtes certain que malgré vos qualités de commercial, de super vendeur, vous ne pourriez jamais proposer votre produit à quelqu'un pour qu'il puisse l'acheter. Tout tourne donc autour des achats dans une entreprise, qu'elle soit dans le négoce ou même dans les services. Parce que si vous prenez une société de prestation de services, les salaires qu'elle paye à ses travailleurs, c'est les achats. L'électricité, ce sont les achats. Les cartouches d'encre pour changer les imprimantes, ce sont les achats. Oui. Donc, l'achat est la porte d'entrée dans l'entreprise. Celui qui maîtrise ses achats a fait un premier pas, j'allais dire, vers la rentabilité de son entreprise, vers la possibilité que son entreprise lui génère des bénéfices. D'accord. Ok, donc je pense que c'est très bien compris. Alors, M. Ouattara, une question importante. Comment donc évaluer ou sélectionner ses fournisseurs? Et aussi, dites-nous quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Alors, je pense que, après, on peut être dans un monde idéal, je pense que la première chose qu'il faut faire pour sélectionner un fournisseur, c'est d'abord la qualité de ce qu'il vous propose. Pour moi, c'est la première chose. Vous voulez revendre des téléphones portables, vous devez sélectionner des fournisseurs qui vous vendent des portables de qualité. Parce que je peux vous l'assurer, tout le monde aime la qualité. Même ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter. D'accord. Tout le monde veut de la qualité.
Donc la première chose, c'est la qualité. La deuxième chose, c'est la capacité que votre fournisseur aura à faire face à ses responsabilités en cas de difficulté. Ça veut dire quoi? Le service après-vente. Vous devez avoir un fournisseur qui est capable, lorsque vous avez une difficulté avec son produit, de son fait ou du fait du produit, de vous accompagner. Parce que ce sont des poches de perte que les entreprises ont. La troisième chose, c'est les coûts liés aux achats vis-à-vis de ses fournisseurs. Alors pour ces trois éléments, il y a des méthodes simples qui sont éprouvées par beaucoup d'entrepreneurs, par beaucoup d'entreprises. C'est l'appel d'offres. De dire, on ouvre une liste, on a besoin d'acheter quelque chose, on demande à plusieurs fournisseurs de nous proposer leurs services. Et nous, en interne, on a les compétences pour choisir le meilleur parmi ces différents fournisseurs. Donc vous avez des entreprises qui vont avoir des listes restreintes de fournisseurs, ce qui n'est pas déjà mal. Vous avez d'autres qui vont pas forcément avoir ça, mais qui vont faire un appel public, un appel d'offres public, pour amener donc toutes ces personnes qui peuvent produire ce dont elles ont besoin, de pouvoir se proposer comme fournisseurs. D'accord, donc en restant sur la qualité, comment donc négocier les meilleurs prix sans toutefois remettre en doute la qualité du produit. Oui. Alors, c'est un jeu d'équilibre, hein, ça il faut le reconnaître, c'est un jeu d'équilibre parce que la qualité, comme on aime le dire de manière triviale, la qualité coûte cher. La qualité coûte cher et la non-qualité aussi coûte cher. Ça veut dire que quand vous avez quelque chose qui n'est pas de bonne qualité, vous partez l'acheter parce que c'est moins cher. Après, il faut réparer tout ça, ça vous revient plus cher. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, la première chose, il faut connaître vous-même le produit. Il faut que vous puissiez connaître votre produit, savoir qu'est-ce que vous voulez. Ça, c'est la première chose. Parce que si vous vendez quelque chose que vous ne connaissez pas, et malheureusement, c'est à cela que nous avons affaire de plus en plus. Si vous allez sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup de ventes en ligne et autres, vous avez des gens qui vendent des produits qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils ne connaissent pas. Donc, dès qu'il y a un souci sur le produit, il y a un problème, ils disparaissent. Quand vous les appelez, ils ne décrochent plus. Mais parce qu'ils ne connaissent pas leur produit. Donc, vous devez connaître votre produit. C'est la première étape pour pouvoir négocier les meilleurs produits au meilleur prix. Vous devez connaître la concurrence. Quand je dis la concurrence, ce n'est pas la vôtre, mais la concurrence de votre fournisseur. Si vous achetez avec A, vous devez savoir qui sont ses concurrents. Et puis, vous approchez de ces concurrents et voir qu'est-ce qu'ils vous proposent pour le même service. Ça, c'est la deuxième chose. C'est les deux choses fondamentales. Si vous avez ça, ça vous permet, vous, de faire la meilleure analyse. Et d'acheter, j'allais dire, au meilleur prix et à la meilleure qualité. Je dis à l'équilibre. Qualité-prix. D'accord, ok, c'est très bien noté. Alors, M. Ouattara, l'avant-dernière question, hein, avant d'épuiser complètement ce thème. Alors, comment donc un entrepreneur, quelqu'un travaillant indépendant, peut-il parvenir à maîtriser son circuit d'approvisionnement, à être aussi, qui va peut-être lui permettre d'être aussi rentable? Aussi rentable, ok. Alors, quand on dit rentabilité, on parle de coût, on parle de produit, on parle de profit, tout ça. Voilà. Les problématiques ne sont pas les mêmes selon que nous soyons dans une entreprise de négoce, achat et vente, et puis d'une entreprise de prestation de services. Tout à fait, oui. Si nous sommes dans les négoces, quelqu'un qui achète des t-shirts en Côte d'Ivoire et qui les revend en Côte d'Ivoire, on n'a pas la même problématique que quelqu'un qui achète des t-shirts en Chine et qui les revend en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? On a les délais qui vont automatiquement se positionner. Celui qui achète en Côte d'Ivoire, il aura des délais d'approvisionnement plus courts, généralement. Celui qui achète en Chine aura des délais d'approvisionnement, donc des livraisons un peu plus longues. Alors, qui dit délai, dit également coût. Parce que plus il y a du temps pour qu'on vous livre, le risque de rupture de stock existe. Et la rupture de stock a un coût. Vous imaginez un client qui vient vous dire « je vais acheter un t-shirt, puis il n'y en a pas ». 2 fois, il dit, bon, c'est pas la peine d'appeler Navaga parce que lui, il n'a jamais de t-shirt. On va aller ailleurs. Ouais. C'est un coup. La deuxième chose, c'est le stockage. Parce que si vous achetez loin, généralement, vous devez faire du stockage. Pour vous permettre d'avoir
la disponibilité de manière quasi permanente. Donc le stock également, il a un coût. Quand je dis il a un coût, allez-y voir, hein, il a un coût pour avoir un entrepôt et un magasin pour le stocker. Il a un coût pour les cas de destruction du produit, parce qu'il peut y avoir des intempéries qui vont s'infiltrer, l'eau va s'infiltrer, vous avez gâté les produits. Il peut y avoir des grosses souris chez vous aussi. Quand je dis grosses souris, vous comprenez, ça peut être des vols. Voilà, donc tout ça, ça a un coût. Alors, donc sur la question du circuit d'approvisionnement, selon que nous soyons négoce et prestation, c'est pas pareil comme je disais. Et selon qu'on achète localement ou à l'étranger, c'est pas pareil. Donc il faut agir sur les délais. Les délais, oui, sur notre capacité de stockage. Et quand on a pu faire ça, et notre capacité également à négocier, j'allais dire, les paiements, généralement à crédit. Parce que, vous savez, quand le fournisseur est hors du pays, il ne vous voit pas, il n'a pas le même niveau de confiance que lorsque vous pouvez aller dans sa boutique. Il vous voit, il connaît chez vous, il peut vous donner un crédit de produit ou autre. Alors vous savez que quand on vous donne un crédit, ça voudrait dire que vous travaillez avec l'argent des autres. Tout à fait, oui. Et quand vous achetez au comptant, ça voudrait dire que les gens travaillent avec votre argent. Oui. Alors votre argent, quand vous ne l'avez pas, c'est un manque à gagner, c'est un manque pour vous. Si vous avez l'argent des autres, c'est un profit pour vous. Et tout ça, ça rentre dans la question, ce que vous avez posé comme question, la rentabilité de l'entreprise. Moins on a de charges, on est a priori plus rentable. Je dis a priori, plus rentable. Plus on a de charges, on est a priori moins rentable. Dans une situation de comparaison entre deux entités du même secteur. Donc fondamentalement, pour maîtriser son circuit d'approvisionnement, c'est de connaître, les délais qu'il vous faut pour avoir vos produits, oui, qui sont vos fournisseurs, qui sont leurs concurrents, ces fournisseurs-là, et de sorte à pouvoir les mettre en relation. Parce que vous savez, on a un Américain qui a fait un travail qu'on appelle Michael Porter, je ne vais pas aller dans le détail théorique de tout ça, mais qui a expliqué que, on dit les 5 forces de Porter, qui a expliqué que l'un des éléments qui influe sur le marché d'une entreprise, c'est sa capacité de négocier avec ses fournisseurs. Si vous ne pouvez pas négocier avec vos fournisseurs pour avoir les meilleurs prix, les meilleures qualités, vous êtes appelé à vous perdre. Parce que vos concurrents, s'ils savent le faire, vous ne pourrez pas vendre. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc c'est un élément important. Aujourd'hui, on parle de 6e force de Porter en parlant de la réglementation de l'État. Après, c'est des choses qu'on peut expliquer. Mais fondamentalement, il faut pouvoir négocier avec ses fournisseurs. Prenez les cas des monopoles. Imaginez une femme qui vend des glaçons. Elle a besoin d'électricité. Oui. Elle ne va prendre l'électricité qu'avec qui? Avec notre compagnie nationale. Le prix est connu. Elle ne peut pas négocier avec la compagnie nationale pour dire donnez-moi à tel prix. C'est le prix que tout le monde va payer. Donc du coup, elle, quand elle veut vendre ses glaçons, elle est obligée de faire un prix donné. Mais imaginez si en face de chez elle, il y a une autre dame qui a par exemple mis en place des photovoltaïques. Elle a mis des panneaux photovoltaïques. Et son électricité provient des panneaux photovoltaïques, donc du soleil. Elle ne paie pas d'électricité. Est-ce que vous pensez que celle qui paye l'électricité et celle qui fait le photovoltaïque vont vendre les glaçons du même prix? Du tout, du tout. Ça va être compliqué. Ouais. Évidemment, hein, après, ce n'est pas si simple que ça. On va regarder le coût d'installation du photovoltaïque. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, si on fait le point, on pourra se dire celle qui ne paye pas l'électricité pourra peut-être vendre ses glaçons un peu plus moins cher. Et donc, évidemment, celle qui est en face va bouffer ses glaçons. Tant que lui n'a pas vendu, elle ne pourra pas vendre. Tout à fait. Alors donc, je pense que chacun pourra donc le retenir. Pour ceux qui viennent donc de nous prendre en marche, je suis en compagnie de M. Ouattara Navaga et nous parlions de comment maîtriser donc ses achats et son circuit d'approvisionnement. Alors M. Ouattara, nous allons passer à la question joker que nous avons reçue de l'une de nos abonnés. Je vais vous donner donc le soin de lire sa question. Bonjour monsieur. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne met pas en place un revenu minimum pour les chômeurs comme en France? De Nina, étudiante. J'ai bien eu la question. Hein, oui, oui, très bien. Alors Nina voudrait savoir pourquoi la Côte d'Ivoire ne met pas en place un revenu minimum pour les chômeurs comme cela se pratique ailleurs en Europe. En France et ailleurs. Ouais. Je vais la décevoir. Et, enfin, positivement, je vais dire. D'accord. Ça existe en Côte d'Ivoire. Ça existe en Côte d'Ivoire, le revenu minimum pour les chômeurs. Mais il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'est qu'un chômeur.
Parce que j'ai entendu des débats il y a quelques semaines où le ministre de l'Emploi, le ministre de la Jeunesse ou de l'Emploi, je ne sais plus c'était lequel, qui annonçait les taux de chômage en Côte d'Ivoire et puis on a fait des débats là-dessus. Ouais, c'était le ministère de la Jeunesse, oui. Voilà, le ministère de la Jeunesse, très bien. Alors, le chômeur et le sans-emploi, c'est pas pareil. D'accord. On va laisser le sans-emploi, on va prendre le chômeur. Le chômeur, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé, qui est en âge de travailler, qui a déjà travaillé et qui a perdu son emploi. Pas de son fait, mais du fait de son employeur. D'accord. Qui a perdu son emploi. Et qui est prêt à travailler dès lors qu'une occasion se présente à lui. C'est lui qu'on appelle chômeur. Donc, il ne faut pas confondre tout. Donc, si je suppose que Nina, elle est étudiante, donc elle sait ce que c'est qu'un chômeur, on est aligné sur la définition. Donc, quelqu'un qui a déjà travaillé et qui a perdu son emploi, il n'a pas démissionné. On l'a licencié, pas parce qu'il a fait une faute, mais on l'a licencié peut-être parce que l'entreprise, et généralement ça doit être le cas, l'entreprise est en situation de difficulté financière. On dit licenciement économique, par exemple. L'entreprise a fermé. Quand vous êtes dans cette situation, justement, vous pouvez vous rapprocher de, je crois que c'est l'agence emploi jeune qui le fait, qui le gère en Côte d'Ivoire. L'agence emploi jeune qui est, je crois, également sous la responsabilité du ministre de la Jeunesse que vous évoquiez tout à l'heure. L'agence emploi jeune a un dispositif chômeur qui permet, je crois, on a deux catégories, on a les cadres et puis on a les employés. Employés, je veux dire, ceux qui sont au-dessus, en dessous des cadres. Lorsque vous êtes ivoirien, vous devez avoir déjà travaillé à des conditions, hein, je ne les ai pas forcément en tête. Et donc, lorsque vous déclarez, vous vous déclarez auprès de l'agence emploi jeune, vous avez une allocation que l'agence emploi jeune vous donne. Sur une période donnée, je ne sais plus sur quelle période, mais ça doit être au moins, je crois, 50 000 francs qu'on vous donne sur une période donnée. Donc, à Madame Nina, c'est ça, ça existe en Côte d'Ivoire. Mais force est de reconnaître que les gens ne savent pas, généralement. Les gens n'ont pas l'information et peut-être qu'on ne communique pas assez, c'est possible, mais c'est aussi que les gens ne partent pas, généralement, vers l'information. Tout à fait. Donc, c'est bien noté. Alors, M. Ouattara, pour résumer ce que vous nous dites, d'abord, il faut confondre le statut de chômeur et de sans-emploi. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que le revenu minimum pour les chômeurs existe bel et bien. Il existe, il existe. Okay. Je pense que les gens peuvent aller sur peut-être le site internet de, c'est quoi, c'est Agence Emploi Jeune, ils peuvent aller sur des sites internet, il y a des conditions, il n'a qu'à regarder, mais il faut bien comprendre que je parle des chômeurs. Et quand je dis chômeur, c'est un sens. Ce n'est pas ce que tout le monde entend. Ok, c'est clair. Alors, M. Ouattara, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec lui, le thème abordé ce jour était comment maîtriser ses achats et son circuit d'approvisionnement. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. C'est tout pour ce numéro et restez connectés sur Aminata 24 pour d'autres émissions.